Bonjour, bienvenue Stop Invest. Alors, aujourd'hui, on va parler de Dassault Systèmes. Il me semble qu'en date d'aujourd'hui, le prix de l'action ne se comporte pas si bien que ça. Je pense qu'on est à moins 20%, quelque chose comme ça, au courant de cette journée-ci. Laissez-moi juste regarder ça ici par rapport à ce que, euh, à ce que Coifi nous affiche. Mais ce n'est pas ça le plus important. De toutes les façons, j'ai lu les rapports financiers, donc j'ai écouté les conférences call également de la dernière publication de résultats. Et là, on va parler de ce que moi, j'ai retenu tantôt. Je pense que c'est peut-être la deuxième fois que je fais une note d'analyse sur Dassault. Peut-être que je ne l'ai jamais publié, mais voilà, c'est une entreprise qu'on a eu tendance à suivre au-delà des chiffres, parce que j'aime bien son modèle d'affaires de manière générale. Alors, bon, je n'ai pas les informations ici, mais il me semble que Dassault Systèmes souffre en date d'aujourd'hui. Donc, on va le faire comme ça. Un, deux, et on met stock. Ça nous donne quoi? Bim, badaboum, moins 20%. Donc, elle est pricée comme si elle allait mourir demain matin. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette baisse-là? Au lieu de te dire ici que bon, je vais voir ce que les médias disent, etc., allez directement à la source. Allez lire les rapports financiers, allez écouter les conférences call. OK? Et faites-vous vous-même votre propre avis. Donc, par rapport à ce qu'on va faire ici aujourd'hui, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. Je n'ai pas d'action de Dassault et je n'ai pas l'intention d'en acheter pour une raison très simple. Je pense que je vous donnerai la raison, disons, ici à la fin. Bon, la raison est simple. Hein. Je pense que le prix actuel est intéressant. Comme déjà, je le pensais à 20 euros par là. OK? Donc, ça ne change pas grand-chose. Même si et l'autre élément, c'est le fait que en fait, le marché en date d'aujourd'hui propose énormément d'opportunités ailleurs. Okay? Mais Dassault Systèmes reste une très, très bonne entreprise. Faut qu'on s'entende dès le début. D'accord? Mais on va parler de tous ces éléments-là ici aujourd'hui. J'espère qu'après cette vidéo, vous allez avoir envie de continuer à creuser. Donc, on y va assez vite. Alors, comme je fais toujours, hein, je vais prendre les éléments positifs, les éléments négatifs et qu'est-ce qu'il faut suivre selon moi sur les trimestres à venir par rapport à Dassault. Cette note d'analyse-ci, je vais la publier dans le groupe School. Le groupe School, l'accès est gratuit, c'est uniquement pour continuer la discussion au-delà de YouTube dans un environnement structuré. Donc tous ceux qui sont intéressés, venez nous rejoindre, uniquement destiné aux personnes qui veulent faire du stock picking sérieusement. D'accord? On y va rapidement, je vais directement au niveau des éléments, les catalyseurs positifs selon moi. Alors, premièrement, vous avez l'accélération de la transition vers le modèle SaaS et l'introduction ici de l'ARR comme métrique principale. Ça veut dire quoi? Le passage d'un modèle de licence perpétuelle vers un modèle d'abonnement devient le principal moteur de la visibilité financière pour le groupe. En 2026, la part des revenus de souscription dépassera celle de la maintenance soutenue par une base de revenus annuels récurrents qui atteint aux alentours de 4,5 milliards d'euros fin 2025. Cette mutation structurelle réduit la volatilité liée à la reconnaissance immédiate des revenus et favorise une croissance plus prévisible avec un objectif de croissance logicielle compris entre 3 et 5% pour l'exercice à venir. Et il faut se dire, dans leur calcul de l'ARR, il y a encore des licences perpétuelles à l'intérieur. Faites attention. Mais quand on prend uniquement les revenus, le modèle par abonnement, on se rend compte que la croissance est bien plus élevée au niveau du modèle par abonnement. Si tout l'ARR ici était constitué uniquement de revenus par abonnement, je dis bien, la croissance aurait été bien plus élevée que ça, en termes de pourcentage, ok, pas en termes de chiffres. Donc, ça veut dire une chose, les clients adoptent de plus en plus la souscription. De toute façon, je me demande s'ils ont bien le choix de manière générale. Ensuite, comme deuxième élément positif, l'intégration massive de l'IA dans la plateforme 3D Experience constitue un levier de création de valeur différenciant. Contrairement aux approches génératives classiques, le modèle de Dassault Systèmes permet des applications concrètes dans la conception de drones ou des thérapies cellulaires. Le partenariat stratégique avec NVIDIA renforce cette capacité d'exécution visant à transformer l'usage de la simulation numérique en intégrant des compagnons virtuels capables de monétiser la valeur d'usage plutôt que le simple nombre d'utilisateurs. Et ce terme-là est très important. Dassault est en train de changer le modèle comment on appelle ça? Je ne dirais pas modèle d'affaires, c'est pas si loin que ça, mais voilà, le modèle de tarification change. C'est le terme que je cherche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici qu'au lieu d'avoir des licences perpétuelles, maintenant, on va plutôt vers des abonnements. Mais en même temps, on vous dit ici que
monétiser l'IA, le revenu par abonnement, le modèle de licence par utilisateur, ou bien le modèle, enfin, le modèle d'abonnement, ou bien le modèle par siège ici, donc abonnement par utilisateur ici, n'est pas l'idéal. Ça veut dire parce que si vous consommez l'IA, ça va coûter de plus en plus cher, les tokens et tout le reste. Donc, il faut bien encadrer cette évolution massive, enfin, cette potentielle évolution massive au niveau de la demande, au niveau de l'utilisation ici de l'IA. Ce qui veut dire ici que la tarification également va évoluer. Et je pense que pour ceux qui lisent dans les domaines ici des softwares, ils sont de plus en plus nombreux à en parler. Oui, on va intégrer l'IA, mais la tarification, le modèle de tarification va changer. Au lieu d'avoir le siège, vous allez avoir un supplément ici concernant l'utilisation de l'IA. Si tu utilises moins, tant mieux pour toi. Si tu utilises plus, tu vas payer sans doute un peu plus cher que les autres. Donc, ceci va avoir tendance à avoir un impact plus élevé, enfin, potentiellement une augmentation du revenu moyen, même avec un seul utilisateur. Ce qui également est intéressant, c'est que avec l'introduction des agents IA, en fait, ces agents-là vont avoir tendance à payer de plus en plus. Si vous avez une IA qui utilise les... Voilà, qui fonctionne de manière autonome ici, ça veut dire ici que les tokens, il en consomme quand il veut. Et donc, il faut mettre des barrières. Enfin, ça veut dire que lui également, il aura tendance à payer un certain montant chaque mois. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que les entités comme Dassault Systèmes font? C'est pas comme s'ils développent ici leur propre data center. Enfin, je prends l'image, je ne parle pas spécifiquement de Dassault, mais les entreprises ici ont tendance à nouer des partenariats avec Gemini, ou bien ChatGPT, ou Claude, ou Mistral, je ne sais pas qui. Bref, ils nouent des partenariats. Et par rapport à ces partenariats-là, on sait que le P-code de NVIDIA, ça sera, de Gemini, ça sera ceci quand tu fais une demande. Et moi, je garde ceci comme la connexion, comme commission, vu que ça s'est passé sur ma plateforme. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le passage est plutôt délicat. Est-ce que le consommateur final va accepter? Parce que la facture pourrait être potentiellement bien plus élevée que ça. Hein. Attention, parce que l'IA n'est pas gratuite. Bref, je continue. C'est un point positif, mais cette partie-là qui concerne la tarification, ça peut avoir un impact. Allons-y pas à pas, je sais, je pense que j'ai déjà pris de l'avance par rapport à ce qui arrive. Donc, autre élément positif ici, après une période de retenue en matière de fusion et acquisition, la direction indique que le cycle actuel est désormais propice à de nouvelles opérations. Disposant d'un flux de trésorerie opérationnel solide de 1,63 milliard d'euros générés en 2025, le groupe possède les ressources nécessaires pour réaliser des acquisitions stratégiques. Ce retour à une politique de croissance externe active pourrait permettre de renforcer certains segments ou d'accélérer l'adoption de nouvelles technologies, compensant ainsi la croissance organique modérée prévue à court terme. Faites attention quand une entreprise achète la croissance. Ça peut très mal se passer. C'est pour ça qu'il faut regarder l'historique des acquisitions. Ici, on va me dire que, mais oui, c'est une entreprise qui a fait l'acquisition ici de Medidata dernièrement. C'est pas un segment qui se comporte très, très bien, etc. Mais Medidata, ils ont peut-être fait l'acquisition de ce business-là à un mauvais moment. Je m'explique. En 2020, ça c'est pendant la pandémie, etc. Donc la demande, on finance beaucoup les biotech. D'accord? Parce qu'il faut regarder qui sont les clients de Medidata. On se rend compte, pas qu'on se rend compte, à un moment donné, les dépenses liées au biotech et au CRO ici, quand je parle de CRO, je vais encore revenir dessus, vous allez vous rendre compte que le financement des biotech est généralement fait par les venture capitalistes. Or, aujourd'hui, tous les VC dépensent de l'argent où? Tout ce qui concerne l'IA. Donc, les biotech ne sont pas trop à la mode, le financement des biotech n'est pas trop à la mode en date d'aujourd'hui. Donc, là, il n'y a pas d'argent. Et quand il n'y a pas d'argent, on fait des économies. Et quand on décide de faire des économies, ce type de logiciel peut passer à la trappe, surtout pour les petites entreprises. Vous avez également le fait qu'on ait un gros client. Je pense que Moderna, qui a décidé ici de ne pas renouveler. Et donc, ça a un impact négatif sur la performance ici de Medidata. Juste à cause de Moderna. Mais si on exclut Moderna de l'équation, en fait, il y a une croissance derrière. OK? Donc, pour revenir ici à ce que je mentionnais par rapport aux acquisitions, Dassault ne fait pas beaucoup d'acquisitions. Enfin, ils en font, mais de très petite taille. Mais vraiment, des grosses acquisitions, c'est rare. Et quand on fait une acquisition, généralement, on peut lever de la dette. Et quand on lève de la dette, il est toujours intéressant ici de faire le remboursement avant de se relancer dans une nouvelle acquisition. Et ici, Dassault a les moyens de faire une acquisition. Et ça peut dire vous montrer que voici une entreprise qui a une vision long terme. Elle est toujours full cash. Enfin, elle a toujours ici un bilan sain. Pas de dette, plutôt du cash.
Ce qui veut dire ici qu'elle a les capacités de faire des acquisitions dans le domaine. Et aujourd'hui, si elle recherche enfin, si elle est, si elle est ouverte à faire de nouvelles acquisitions, en fait, elle a les moyens de le faire. Et elle le fait au bon moment. C'est le bon moment. Le moment, c'est maintenant. Quand moi, j'entends ça, je dis, ah, PDG, moi, tu sais de quoi tu parles. OK? So, regardez l'historique des acquisitions ici. Est-ce qu'ils ont eu tendance à faire de bonnes acquisitions? Et pour vraiment vérifier si on a une bonne acquisition, il faut déjà que les marges soient maintenues dans le temps. Est-ce que c'est le cas avec l'acquisition ici de Medidata? On peut se dire, je pense que l'acquisition de Medidata a eu un impact sur les marges nettes, les marges brutes de cette compagnie. Ensuite, ça peut être temporaire parce que ça fait déjà quand même 5 ans. Mais je pense que dans Medidata, on devait passer d'un modèle ici de licence vers un modèle ici d'abonnement. Et donc, ça prend un certain temps ici. Donc, il peut y avoir une variation. Mais quand on regarde l'EBITDA ici, il est presque resté stable. Donc, ça m'encourage à me dire que bon, l'acquisition qu'ils ont fait, lui, ça booste le chiffre d'affaires, mais ça ramène également, ça booste également le bénéfice net. OK? Bref. Maintenant, on ira voir avec les autres. Donc, vous avez à peu près l'information concernant... Enfin, selon moi, les problèmes de Medidata sont gérables. Ce n'est pas un mauvais logiciel ou bien quelqu'un qui veut nous attaquer. Après, allez-y vérifier également ici et ne vous fiez pas uniquement à mon seul avis. OK? So, je continue. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, les opportunités de croissance externe existent et le management ici et à la recherche, même pas à la recherche, mais pas à la recherche active, mais ils sont ouverts à des acquisitions et ils ont les moyens d'en faire. Pour les raisons que j'ai tantôt mentionnées précédemment. Ensuite, la résilience du cloud et de la plateforme 3D Experience. La dynamique de la plateforme 3D Experience avec une croissance de 10% sur l'année témoigne de la solidité de l'offre cœur de métier. Parce que 3D Experience, c'est quand même 40% du chiffre d'affaires de cette compagnie. Okay. Donc, le segment cloud en progression de 8% globalement, mais surtout de 32% pour la version cloud 3D Experience. Donc, ce qui démontre que les clients migrent vers les infrastructures plus agiles. Donc, cette traction technologique permet de maintenir une marge opérationnelle élevée, ciblée entre 32,2 et 32,6% pour l'année 2026, malgré les investissements nécessaires dans l'IA. Ça, ce sont les éléments positifs. Comme d'habitude, il y a des risques spécifiques. Qu'est-ce qu'on va observer? Enfin, quels sont les risques? Enfin, pour le moment, quels sont les éléments qui demande une certaine attention? C'est la dégradation, premièrement, la dégradation des conditions économiques en France et en Allemagne pèse lourdement sur les décisions d'investissement des grands constructeurs. Donc ici, pour marquer ici le fait qu'il y a une faiblesse persistante du secteur automobile en Europe. Donc ces pressions sur les marges et les incertitudes liées à la demande mondiale ralentissent les cycles de vente logicielle dans un segment historique du groupe. Donc cette tendance s'est accentuée au dernier trimestre 2025 et constitue un frein majeur à la croissance organique en Europe, forçant le groupe à adopter des hypothèses de stabilité prudente pour 2026. Qu'est-ce que ça signifie, stabilité prudente? Ils ont tout le temps mentionné ici que si vous regardez bien la guidance de 2025, ce n'est pas aussi 2026, ce n'est pas aussi optimiste que 2025. Pourquoi? Parce qu'en 2025, ils ont abaissé la guidance à chaque fois. Tout simplement parce qu'ils avaient des attentes très élevées. Maintenant, le marché se plaint du fait que par rapport à l'année précédente, c'est plutôt une croissance, c'était plus une stabilité au niveau de la croissance. Et ils ont marqué, et la raison est simple. Enfin, l'une des raisons, c'est que le secteur automobile est en ralentissement et ça ne semble pas vouloir s'arranger. Et donc, pour ne pas commencer pour ne pas se brûler encore une fois les mains, enfin, pour ne pas entamer une fois de plus la confiance des institutionnels après la débat de 2025, notamment sur le fait qu'on soit revenu sur nos paroles plusieurs fois, on préfère avoir ici, on est prudent au niveau des guidance. OK? C'est pour ça que je parle d'hypothèse de stabilité prudente pour 2026. Donc, ensuite, la volatilité et l'incertitude dans le segment Life Science. Le pôle Medidata subit le contre-coup de la réduction de contrats majeurs, notamment avec Moderna, entraînant une baisse de 4% du chiffre d'affaires au quatrième trimestre. Bien que l'activité auprès des grandes entreprises reste solide, le segment lié aux biotechnologies et aux essais cliniques demeure sensible au contexte financement macroéconomique. Les prévisions pour 2026 anticipent une année stable pour ce pôle, reflétant un manque de visibilité sur la reprise rapide des volumes d'essais cliniques. Donc, je m'explique. Un indicateur avancé ici au niveau pour voir si les volumes d'essais cliniques remontent. Intéressez-vous aux compagnies comme IQVIA, Moderna. Ils ont des segments CRO. Je pense également il y a Iconix. Donc si ça commence à aller là-bas, c'est également encourageant pour du Dassault Systèmes. Un autre élément, ça pourrait être ici surveiller les entreprises comme Alexandria qui louent des bureaux, laboratoires aux différentes biotech qui sont généralement financées ici par des VC.
Donc, c'est ça qu'il faut également aller surveiller de manière générale pour avoir des indicateurs avancés pour ceux qui veulent bien le faire. OK? Mais le segment, le pôle Life Science peut avoir tendance à souffrir, notamment pour des problèmes de comparaison avec Moderna, enfin, quoique Moderna, enfin, avec Medidata, ça pourrait aller. Mais sur le segment ici, enfin, pas Medidata, ça pourrait aller, mais sur le segment des biotech et ceux liés aux essais cliniques ici, on pourrait avoir une certaine, enfin, ils ne s'attendent pas à quelque chose d'extraordinaire cette année, on va le dire comme ça, pour ne pas trop s'avancer au niveau des chiffres. Donc, il y a une volatilité et une incertitude à ce niveau-là. Ça pourrait avoir, c'est la raison pour laquelle les attentes sont plutôt prudentes pour 2026. OK? Je continue. Complexité de la monétisation des nouveaux modèles d'IA. Je m'explique. Alors, le passage d'une tarification traditionnelle par utilisateur à un modèle basé sur la valeur ou l'usage pour les nouveaux services d'IA représente un défi d'exécution commerciale non négligeable. Ce changement de paradigme pourrait entraîner des frictions dans la force de vente ou une adoption plus lente que prévue par les clients habitués aux structures de coûts fixes. Okay? Donc la capacité du groupe à capturer la valeur réelle créée par ces virtual companions sera déterminante pour atteindre ses objectifs de bénéfices par action de 1,30$ à 1,30€ à 1,34€. C'est important. Parce que l'introduction de la tarification des modèles d'IA ici entraîne des incertitudes. Donc, on va observer cet élément-là. Ça, c'est à peu près, je pense que ce sont les 3 niveaux de risque que je vois ici présentement. Et maintenant, quand on parle de risque, ça veut dire que qu'est-ce qu'on va surveiller sur les trimestres à venir? Donc, quand je vais lire les rapports financiers précédemment, je m'intéresse à quoi? L'adoption de l'ARR comme indicateur de pilotage officiel pour 2026 sera le signal clé pour mesurer le succès de la transition vers le modèle SaaS. Ah, attention, ils ont déjà adopté l'ARR. Attention. Mais 2026 sera une année charnière. C'est l'année à partir de laquelle les revenus issus des abonnements vont avoir tendance à dépasser littéralement ici les revenus issus des licences ou de la maintenance. OK? Donc cet indicateur permettra de lisser la volatilité inhérente aux licences et de valider si la trajectoire de croissance de 6% observée ces deux dernières années s'accélère. Une divergence entre l'ARR et le chiffre d'affaires logiciel global indiquerait une résistance persistante du nouveau modèle de souscription ou une érosion plus marquée des licences perpétuelles. Ça veut tout simplement dire que les gens pourraient décider ici de ne pas prendre le modèle d'abonnement, de rester ici sur le modèle perpétuel ou bien de changer complètement ici. Donc, on va observer ici l'évolution de l'ARR de manière générale. C'est une métrique qu'il faudra avoir tendance à regarder et à comparer sur les années à venir. Ensuite, comme dernier point, la reprise des activités de recherche clinique. Donc, la performance du segment Life Science dépendra de la stabilisation du marché des biotechnologies. Donc, un redémarrage des essais cliniques au-delà des prévisions prudentes de la direction constituerait un indicateur avancé d'une possible réaccélération du groupe. L'intégration complète de l'impact Moderna dans les bases de comparaison permettra d'évaluer la capacité de Medidata à recréer de la croissance organique sur une base client plus diversifiée. Comme je le mentionnais tantôt, ils ont dit ici que sans Moderna, on avait eu de la croissance dans le segment Medidata. Et vu maintenant que en 2026 va nous permettre de faire de meilleures comparaisons parce qu'on pourra comparer ici avec la période de l'année précédente où Medidata ou Moderna avait complètement disparu, où on nous présentait déjà des résultats avec Moderna et sans Moderna. OK? Avec l'impact de Moderna de manière générale. Je voudrais pu rajouter également, enfin pas que j'aurais pu rajouter, je pense que je l'ai déjà dit tantôt. Donc, les 2 éléments que je vais avoir tendance à suivre, c'est l'ARR et l'évolution ici du segment CRO, du segment ici recherche clinique. D'accord? C'est ce que je vais avoir tendance à surveiller sur les trimestres à venir. Maintenant, la partie la moins importante concerne les chiffres. Oui, je sais, vous allez me dire que oui, on veut savoir combien est-ce que ça vaut. La dernière analyse qu'on a fait, on était à 38$, 38 € l'action. Maintenant, 38 € l'action, ça ne veut pas dire que je l'achète à 38 €. Il faut que je me garde une marge de sécurité. Maintenant, vous comprenez l'importance de la marge de sécurité. On ne doit pas vous forcer, d'accord? L'importance de la marge de sécurité. Maintenant, aujourd'hui, on va faire le même exercice. Et je rappelle une chose, avant d'arriver au niveau de la valorisation, je mentionne une chose. Si vous êtes sérieux dans votre processus d'apprentissage en matière de stock picking et que vous avez 30 jours devant vous, le bootcamp pour le mois d'avril est déjà ouvert. Ça veut dire ici que les inscriptions sont ouvertes. Ce qui sous-entend ici que les places sont limitées. Si le lien fonctionne encore, c'est que c'est ouvert. Si ça ne fonctionne plus,
Bah, on est passé à autre chose, on va le dire comme ça. N'oubliez pas, dans ce bootcamp-là, on analyse une compagnie dès le début. On n'attend pas 3 jours ni quoi que ce soit, non. Dès le début, l'objectif est simple, vous montrer que vous pouvez analyser n'importe quelle entreprise en posant les bonnes questions. Ça vous permettra de développer ici des automatismes. On le fait sur 30 jours ici pour que ce soit... C'est très intense, mais quand vous sortez de là, il y a de grandes chances ici que le stock picking soit différent pour vous plus tard. Parce que vous saurez à peu près par où commencer et quels sont les éléments que je devrais observer ici, si j'ai des doutes, et où est-ce que je devrais aller rechercher la bonne information. Bref, toutes les informations sont en description de la vidéo pour le bootcamp du mois d'avril. Maintenant, n'oubliez pas également de rentrer dans le school. C'est gratuit de manière générale ici pour continuer la discussion au-delà de YouTube. Et comme je le dis toujours, uniquement réservé aux gens sérieux. D'accord? Si vous venez pour rechercher des tips ou je ne sais pas quoi, ça n'existe pas dans notre groupe. D'accord? Bref, je vous laisse ça en description de la vidéo. Maintenant, au niveau de Dassault Systèmes, donc c'est là-bas que je publierai ici la note d'analyse complète ici de Dassault Systèmes, quoique je vous ai déjà donné l'essentiel de manière générale ici. Donc, pour Dassault Systèmes, ici au niveau de la valorisation, la dernière fois, on avait pris à peu près 20 fois les bénéfices en se basant ici sur les attentes de 2028, vu que ça reste un business prévisible. Oui, l'IA ne va pas nous tuer. Je ne crois pas à ça, donc vous n'avez pas m'entendre parler de ce narratif-là ici. Les craintes que moi, je peux peut-être avoir sur le niveau de la tarification, comment est-ce que ça va s'embriquer ici. Donc, on va continuer à observer, non seulement chez Dassault Systèmes, mais également chez les concurrents de Dassault Systèmes. Donc, la dernière fois, on était à 33 € l'action. Enfin, pas la dernière fois. À 20 fois les bénéfices de 2028, ça me donne à peu près 33 € l'action. Pourquoi est-ce que je prends 20 fois les bénéfices? Tout simplement parce que nous avons une compagnie logicielle. Une compagnie logicielle, c'est asset light de manière générale ici. Et donc, on a un pricing power parce qu'on a une certaine récurrence. Et maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura tendance à être pricé à un niveau de PER supérieur à 15 fois les bénéfices. Mais pour le moment, le marché peut avoir tendance à acheter à pricer ces entités à 15 fois les bénéfices. Mais nous, on n'est pas là pour le court terme, nous sommes là pour le long terme. Donc, à long terme, tant que les taux d'intérêt, de manière générale, restent en dessous des 5% par là, il est inadmissible que cette compagnie se négocie à moins de 20 fois les bénéfices. D'accord? Donc, si vous voulez être prudent, commencez par 15 fois les bénéfices. C'est à vous de voir. Moi, je prends 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices de 2028, comme je l'ai dit, c'est une certaine récurrence. Ça fait à peu près 33 € l'action. Quand on regarde ici le forecasting, les attentes ici, qu'est-ce qu'on observe sur les derniers mois? Alors, 1,76 € pour 2028, il y a 6 mois. Aujourd'hui, c'est 1,66 €. Ça veut dire que oui, on est optimiste, mais de moins en moins. Donc, il y a une pression, voilà, il y a une... Je pense que les informations, vous les avez déjà, que ce soit Medidata, etc. ici. Donc, ça nous permet de voir ici qu'au moins, on s'attend à des bénéfices nets plus élevés que ce qu'on a eu en 2025 et que ce qu'on prévoit avoir en 2026. Ça, c'est le premier niveau. Acheter une compagnie de croissance à un prix qui n'en implique pas du tout. Et je sais que d'aucuns vont dire ici, oui, mais l'entreprise, ça fait à peu près, depuis c'est plus haut, elle est en phase baissière, voilà, on a à peu près 60% en moins. Mais la question à se poser, c'est, est-ce que tu penses réellement que c'était intelligent d'acheter cette compagnie à 60 fois les bénéfices? Tu me diras sans doute qu'il y avait de la croissance, mais une croissance de combien? Maintenant, vous comprenez pourquoi je choisis payer un multiple multiple capé pour n'importe quelle entreprise. Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices. Quand vous avez de la croissance, je ne paye pas plus que 25 fois les bénéfices. Ça, c'est mon avis. Et je ne paye pas moins que 10 fois les bénéfices. Donc, sur une entreprise comme Dassault, je paierai au moins 10 fois les bénéfices. Sur une entreprise comme Total Energy, je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices. Il y a encore des bénéfices normalisés. J'espère que depuis le temps que vous me suivez, vous comprenez de mieux en mieux ma façon de penser. Et je pense que ça me permet de faire le moins d'erreurs possible. Et je vous encourage vivement à toujours penser en termes de marge de sécurité. On n'achète pas parce que ça monte, c'est pas parce que le marché price l'entreprise à 40 fois les bénéfices que vous devez l'acheter à 40 fois les bénéfices. Non, c'est 40 fois les bénéfices peut-être parce qu'on s'attend à une croissance très élevée, etc. Mais la croissance a tendance à ralentir. Ça, c'est une certitude. La croissance a tendance à ralentir. Et quand parfois vous allez voir des entreprises qui ont de la croissance ici, mais le marché n'apprécie pas. Moins 20% en une journée pour Dassault Systèmes parce qu'ils sont prudents par rapport au guidance. Vous voulez quoi en fait? Donc, cette compagnie, en termes de valorisation, comme je l'ai dit, 25 $ à l'action. Et maintenant, si je me base sur on a à peu près une entreprise ici qui a du cash net. Et comme je l'ai dit, cash net ici de combien? On a une dette nette sur les derniers mois ici de près de 1,320 $. Donc, 1, 3, 2, 0, divisé par le nombre d'actions. On ne rachète pas les actions ici. Je n'aime pas ça. J'aimerais qu'on le fasse de plus en plus. Divisé ici par 1,330 $. Donc, on a à peu près 1 $ de cash net par action. 1 € de cash net par action.
Donc, ça permettra ici de remonter ici la valorisation aux alentours de 34 euros. Donc, la dernière fois, on avait 38 euros. Là, je mettrai à peu près un target price à 34 euros l'action pour les éléments que j'ai tantôt cités. Et une autre façon de voir les choses, et je vous encourage généralement à le faire, donc Dassault Systèmes, je viens dans ma watchlist, Dassault, je viens là, je pose ça ici, je mets 34, voilà, et on met la date d'aujourd'hui. Donc, je vous ai toujours dit, les amis, dire qu'une entreprise vaut 34 euros, c'est pas 34 euros le chiffre exact qui m'intéresse. Hein. La valorisation sera toujours dans un intervalle de valeur. C'est 34 euros parce que je me base sur ça, mais ça pourrait également être 20 euros si je me base sur ça. Entre les deux ici, je choisis celui qui me donne le plus de chances de perdre le moins d'argent possible. Et ici, par exemple, Dassault Systèmes, vous voyez une chose, c'est qu'à 15 fois les bénéfices de 2025, on sera peut-être aux alentours ici des 20 euros. Le marché price combien aujourd'hui? 17-18 euros. L'entreprise n'a pas de dette. Donc, elle est pricée comme une entreprise qui allait tantôt mourir. Ou bien qui n'allait plus jamais connaître de croissance. Ce qui est totalement faux. Et donc, je l'achète déjà pour moins que ce qu'elle ne valait hier. Il y a de grandes chances que l'entreprise rapporte à peu près le même niveau de bénéfices net demain, sinon plus. 15 fois les bénéfices, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on me demande de payer aux alentours de 18 euros, j'arrondis, une entité qui pourrait me rapporter, aux alentours de 18 euros, une entreprise ici qui pourrait me rapporter 1,37 € si on me distribue la totalité des bénéfices nets en actions. Ça donne un rendement de 7,61%. Et encore, on me dit ceci, ça pourrait même monter à 1,66 € d'ici 2028. Si tu l'achètes à 18 euros et que ça se réalise, au moins, ça fait 9% de rendement. Si on me distribue la totalité des bénéfices nets en dividendes. Magnifique, n'est-ce pas? Et si je prends même les attentes de 2028 ici, à 1,66 €, c'est presque 10 fois les bénéfices du prix actuel, à l'heure où je tourne la vidéo. Le prix actuel est de combien? Le prix actuel est de 18 euros. Vous êtes sérieux, les amis? Je ne sais pas ce que vous faites, hein, mais si Dassault Systèmes, si vous avez besoin de plus de raisons avant de vous intéresser à Dassault Systèmes, voilà, je pense que je ne peux pas faire plus que ça aujourd'hui. D'accord? Questionnez, retournez l'équation comme vous voulez, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas normal qu'on reste à ce prix-là. Mais maintenant, le management fait quoi? Parce que c'est à ce moment-ci que le rachat d'actions est important. C'est à ce moment qu'il est important. C'est à ce moment qu'il est important. Oui, on parle ici de racheter d'autres entreprises, etc. Mais je pense que si l'entreprise ici, ne serait-ce que ne dépense que, disons, les 1,3 milliard qu'ils ont en banque, en termes de rachat d'actions, juste ça. 1,4 milliard, 1,3 milliard, je le mets comme ça, peut-être que c'est plus aujourd'hui. Par rapport à la capitalisation boursière, ils peuvent racheter 6% du nombre d'actions en circulation en date d'aujourd'hui. Et s'ils peuvent racheter 6%, ça veut dire ici que on pourrait connaître une croissance moyenne supérieure à 6% par rapport aux bénéfices nets. Donc, au lieu de 1,37 € attendu, s'ils rachètent les actions ici, okay, on pourrait plutôt monter à 1,45 €. Et 1,45 € à 20 fois les bénéfices, ça donne ceci, 29 €. OK? Si on se base sur les attentes de 2028, admettons qu'entre aujourd'hui et 2028, on diminue la base ici d'actions de 6%. Donc, ça donne à peu près des attentes au niveau des bénéfices nets de 1,76 €. Multiplié par 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près 35 € par là. Et or, si on rachète les actions toutes les années ici, disons, sur les 3 prochaines années, si l'entreprise décide de racheter, disons, 5% de sa base d'actions, admettons que l'entreprise continue à se négocier à 15 fois les bénéfices, attention, ou bien en dessous de 20 fois les bénéfices, ça fait 1 année, 2 années, 3 années. Par rapport aux attentes de 2026, donc ça fait à peu près 1,66 multiplié par 1,16. Okay, vu que la base d'action va baisser, le nombre d'actions doit augmenter de 1,16% ici. Ça fait 1,92. À 20 fois les bénéfices, la même entreprise se retrouve à combien? 38 €. Donc le rachat d'actions est à privilégier ici. 38 € qui représente quoi? Près de la moitié du prix actuel. On n'a pas besoin d'avoir énormément de croissance. Je vous ai toujours dit ça. Le stock picking n'est pas dur. Ce qui est difficile, c'est d'être patient.
Parce que vous entendez du tout et n'importe quoi ici. Et là, vous allez vous rendre compte que c'est encore plus important de comprendre dans quoi est-ce que vous mettez les pieds, qu'est-ce que l'entreprise fait, quelle est la géographie d'opération, quels sont les segments d'activité ici, qu'est-ce qu'elle vend précisément à qui, pourquoi est-ce que les gens continuent à acheter chez nous, ralentissement dans quel segment d'activité, pourquoi est-ce qu'il y a un ralentissement, est-ce que c'est temporaire, est-ce que c'est durable. C'est ça qu'on veut, les amis. Ce n'est pas dur, le stock picking. Mais c'est poser les bonnes questions. Poser les bonnes questions et être patient. Ça va vous aider. Poser les bonnes questions et être patient. Parce qu'en posant les bonnes questions, vous pourrez garder vos entreprises ici, même si, tous vos voisins vous disent que non, il faut vendre parce qu'il y a l'IA. Si tu comprends dans quoi tu mets les pieds, une entreprise pareille, tu penses que c'est l'IA qui va nous tuer? Sérieux? Oui. Mais je veux dire, je pense que l'aberration des marchés. Vous comprenez maintenant que quand je dis que le marché n'est pas rationnel, les marchés ne sont pas rationnels. Et ça ressemble, ce sont des opportunités pour nous. Quand je vois du rouge sur du Dassault Systèmes, moi je suis content. D'accord? Ça vous permet d'acheter à des prix un peu plus bas. Mais n'achetez pas parce qu'un kidam sur YouTube vous a demandé d'acheter. Non. Faites les recherches. Posez-vous les bonnes questions. Quelles sont les questions qui comptent sur du Dassault Systèmes? Quelles sont les questions à poser? Donc, quelqu'un qui a du Dassault Systèmes à 38 euros, 34 euros et qui se dit « Oh, je n'aurais pas dû acheter cette compagnie-là, etc. » Peut-être que c'est le moment de continuer à rajouter. Parce que l'entreprise est de moins en moins sous-évaluée. Mais là, on est freeze parce qu'on s'est dit « Ah, peut-être que ça va continuer à baisser. » Oui, ça pourrait continuer à baisser. Mais 50% moins que mon prix de départ, c'est déjà un prix intéressant. Mais bon, maintenant, je ne sais pas quel pourcentage ça représente dans ton portefeuille, etc. Donc, la raison pour laquelle je n'achète pas du Dassault Systèmes, c'est tout simplement parce qu'il y a d'autres opportunités sur le marché avec une dynamique de croissance plus élevée. À marge égale, hein, je dis bien. Mais c'est l'une des entreprises les mieux gérées présentement. Elle est bien gérée. Elle est bien gérée. Ne vous cassez pas la tête. Tôt ou tard, ça va redémarrer. On a vu ça sur des compagnies comme Publicis. Pendant combien d'années l'action est restée à ce niveau-là? Pendant combien d'années? C'était la fin du monde, n'est-ce pas? Elle est même toujours pricée comme telle. Parce qu'on vous a dit ici que comment on appelle ça? Le marketing, faire du marketing, la façon de faire du marketing va changer. Ça va disparaître. L'IA va tout faire, machin truc. Ou bien YouTube et Google vont tout faire. Les créatifs sont toujours là, jusqu'à aujourd'hui. Et on est dans un marché, c'est presque un oligopole. Vous avez une entreprise également qui fait la même chose, c'est OMC, Omnicom, qui est toujours pricée comme si elle allait mourir. Pourtant, c'est une machine à cash. Qu'est-ce qu'elle fait? Rachat massif d'actions. Et un jour, vous allez vous réveiller, vous allez vous rendre compte que l'entreprise a fait du x3 en une année. Parce que normalement, c'est un business qui vaut déjà au moins $209 si on ne prend pas en considération la dette. Vous l'avez vu plusieurs fois. Vous avez vu ça sur des entreprises comme ENX. Euronext, les gens ont refusé d'acheter du Euronext ici. Elle était pressée comme si elle allait mourir. Maintenant, regardez ceci. Vous avez vu encore ça. Bref, les exemples ne manquent pas. S'il vous plaît, pensez au stock picking comme, regardez, je ne sais pas moi, analysez le business. Les chiffres, c'est bien, mais c'est la compréhension du business qui nous aide à maintenir en période difficile. Et maintenant, vous comprenez pourquoi, dès le début, regardez les premières vidéos, on me disait toujours que, mais Thierry, tu es dur avec les chiffres, machin truc. Vous comprenez maintenant que je décide, c'est moi qui fixe le prix. Parce que c'est mon argent qui achète. Si pour moi, Dassault Systèmes a peut-être une valeur ici de 34 euros, et que je décide de ne pas l'acheter à moins de 17 euros, c'est mon prix. C'est mon prix. Aujourd'hui, on me propose ce prix-là. Je fais comment? Je dors, j'attends. J'attends de nouvelles informations. Moi, j'ai bien apprécié ce que j'ai vu dans le conference call. Mais maintenant, c'est bien de dire, maintenant, je veux voir. OK? On va juger. Bref, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement le droit de me tromper. N'oubliez pas, ceux qui sont sérieux en matière de stock picking, d'accord, qui veulent apprendre, vous avez le bootcamp du mois d'avril. Les places sont encore ouvertes en date d'aujourd'hui. Et donc, je vous encourage massivement à nous rejoindre. Si vous voulez penser comme un vrai stock picker, arrêtez d'être dépendant ici des opinions des autres. Dès le début, vous analysez une compagnie afin de se rendre compte que vous êtes capable de faire les choses. Vous n'avez pas besoin d'avoir un bac plus 7 ou je ne sais pas quoi. Juste le bon sens, l'envie d'apprendre. Point barre. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre chose ici. Si tu sais faire 1 plus 1 égale 2, c'est bon. 2 plus 2, 2 divisé par 2, si tu sais le faire, c'est bon. C'est tout ce dont tu as besoin. On ne va pas faire des dérivés de je ne sais pas quoi. Non, le stock picking n'est pas dur. D'accord? Bref,
Je m'arrête là. Je ne savais pas que la vidéo allait durer autant. Vous allez, j'espère que vous aurez à peu près des informations intéressantes ici. Et pour ceux qui détiennent les actions, comme je l'ai dit, creusez un peu plus pour savoir pourquoi est-ce que... Enfin, pour ceux qui détiennent ces actions et qui sont, disons, déçus, qui se posent 1 milliard de questions, est-ce qu'il ne faut pas vendre, etc. Regardez les éléments que j'ai mentionnés tantôt. Vérifiez si vous allez retrouver la même information et si vous avez à peu près la même analyse avant de prendre vos décisions d'achat ou de vente. OK? Doutez toujours de tout. Rappelez-vous, on veut penser par soi-même. Les pistes de Thierry, ce sont des réflexions. Des pistes de réflexion, point barre. Ça ne veut pas dire achète, vends. Dans ma watchlist, c'est 34. Je considère que c'est sous-évalué, mais voilà. OK? Dividendes, etc., ça vaut la peine d'en parler. Vu qu'on vous a montré ici que si on vous distribue la totalité des bénéfices en dividendes, vous avez du 6%, 7%. Ceux qui aiment le dividende, voici une entreprise qu'il faudrait regarder avec attention. Surtout pour ceux qui aiment juste le dividende. Juste ça. OK? Bref, on se donne rendez-vous sur une autre vidéo. Un like, un abonnement. Pour les commentaires, rejoignez massivement le groupe School. Pour ceux qui veulent faire du stock picking sérieusement, je pense qu'il y a d'autres éléments dans le groupe School, mais je ne le dis pas ici. De toute façon, l'accès est gratuit, ça ne vous coûte rien du tout d'aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, merci, au revoir.